Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous retrouvons pour étudier à présent les veines superficielles du membre inférieur. C'est un cours qui est en fait en miroir finalement du cours que nous avons fait sur les veines superficielles du membre supérieur. Les applications sont toutefois différentes. C'est donc un cours de synthèse où nous allons reprendre les différents morceaux que nous avions vus pour faire l'ensemble des axes veineux, en particulier veine grande saphène, veine petite saphène. Nous allons pour cela construire deux vues classiques du membre inférieur, une vue de face, une vue antérieure et une vue postérieure. Nous pourrons placer ici, donc pour repérer ce membre inférieur, la région du pli inguinal, pli de flexion du membre inférieur sur le tronc, puis ici les contours de la région de la cuisse, puis du genou, puis enfin, vers le bas, le bord latéral ici de la jambe qui nous mène à la malléole et au cou de pied, au dos du pied. Puis ce sera ici le bord médial du membre inférieur jusqu'au bord médial du genou et bord médial de la jambe jusqu'au niveau de la malléole médiale et du cou de pied. Voici donc ces contours. Ici, le contour cutané, région glutéale et de la cuisse, le bord du genou, la jambe, jusqu'à la malléole latérale et le cou de pied. Nous pourrons mettre l'épine iliaque antérieure et supérieure comme repère, la région de la symphyse pubienne et entre le ligament inguinal qui est tendu entre les deux et qui marque le pli de flexion entre le tronc et le membre inférieur. Voici ici la région du bord médial de la cuisse et de la jambe jusqu'à la malléole médiale qui est plus haute que la malléole latérale. Nous pouvons mettre le repère ici classique de la patella que l'on sent bien sous la peau et que l'on voit en général très bien aussi. Nous sommes là sur un plan qui sera donc une vue antérieure. Nous restons sur un plan superficiel et donc nous aurons les fascias. Donc nous aurons, ici on peut mettre une région génitale, nous aurons ici l'insertion cutanée supérieure, et nous sommes là sur le plan du fascia, avec les reliefs de muscles. Ici le relief du muscle sartorius. À vrai dire, on le voit peu souvent chez les gens, car il faut à la fois une musculature adéquate et peu de tissu adipeux, et qui vient se terminer ici, vers la région de la patte doigt. Nous aurons comme repère également la région du plateau tibial, les condyles tibiaux, avec l'épine tibiale et la crête tibiale, ou parfois crête tibiale antérieure, qui amène à la malléole médiale. Puis vers le bas, ici, nous aurons la région du rétinaculum des extenseurs, que nous reprendrons sur une vue agrandie dans un instant. Puis, sur le côté, nous aurons ici le relief du muscle tenseur du fascia lata, le relief du muscle droit fémoral qui appartient au quadriceps fémoral, le muscle vaste médial, le muscle vaste latéral, et ici, les muscles de la loge antérieure et de la loge latérale de la jambe. Donc ceci va être recouvert par le fascia, et nous avions vu qu'il existait au niveau du fascia, dans le trigone fémoral, une zone perforée, la zone cribriforme, dans laquelle justement, zone perforée, passera la veine superficielle, la veine grande saphène, pour aller vers la région profonde. Donc voici ici cet aspect sous-cutané des muscles, des fascias de chaque muscle et des fascias d'ensemble, c'est-à-dire pour la cuisse, ce qu'on appelle le fascia lata, fascia large, qui est le fascia d'ensemble de la cuisse. Puis nous trouverons ici le fascia superficiel du genou et les fascias de la jambe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fascia crural, crus cruris la jambe, et éventuellement on peut distinguer aussi le fascia sural, qui est le fascia du mollet. Donc voici ici ces éléments, et donc avec des repères que l'on peut voir sous la peau. Ici, nous pourrions mettre le fascia superficiel de la paroi
antérieur de l'abdomen, en rappelant ici le canal inguinal, anneau externe du canal inguinal. Donc voici pour ces éléments. Et nous pouvons maintenant faire la vue postérieure de ce plan superficiel. Vue postérieure ici, où nous allons donc reprendre des éléments. Simplement, nous aurons à présent la région glutéale qui viendra ici se greffer avec la crête iliaque qui remonte jusqu'au niveau de L4, puis ce sera la région glutéale proprement dite, puis la région du bord latéral de la cuisse qui va nous mener au genou, puis au bord latéral de la jambe, à la malléole latérale et au cou de pied. Puis nous serons ici sur le bord inférieur de la région glutéale, le bord médial de la cuisse et ensuite le bord médial de la jambe jusqu'à la malléole médiale. Voici donc ces contours, les bords très schématiquement du sacrum, la crête iliaque jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure, les contours de la paroi abdominale, de la paroi ici de la région glutéale, le bord latéral de la cuisse, le bord latéral du genou, le bord latéral de la jambe jusqu'à la malléole latérale qui descend plus bas, puis plus bas ce sera le talon, nous ferons un agrandi tout à l'heure, le pli fessier qui vient, je vous le rappelle, croiser le bord inférieur du muscle glutéal, le bord médial de la jambe, le cou de pied. Comme relief, pour mettre ici la section cutanée vers le haut, nous aurons le fascia ici de la paroi abdominale et le fascia dorsal, sacro-lombal. Nous aurons ici le fascia qui recouvre la région glutéale et en particulier le muscle glutéal majeur ou grand fessier, avec du tissu adipeux qui vient former le pli cutané fessier. Puis nous aurons ici les muscles ischio-jambiers qui viennent vers le bas s'écarter au niveau de la fosse poplitée, avec un aspect losangique de cette fosse poplitée, et le fascia qui recouvre ces muscles ischio-jambiers, c'est toujours le fascia lata. Dans sa partie postérieure, le fascia lata, c'est ce fascia de l'ensemble de la cuisse. Puis en dessous, nous allons trouver le relief du muscle gastrocnémien qui présente deux chefs avec donc cet aspect losangique de la fosse poplitée. Voici ici les deux chefs du gastrocnémien, chef médial, chef latéral. Le chef médial descend plus bas que le chef latéral. Puis en dessous, nous trouvons le solaire, puis c'est le tendon tricipital ou tendon d'Achille. Donc voici ici ces éléments. Gastrocnémien avec le chef médial, le chef latéral du gastrocnémien, puis c'est le solaire et le tendon tricipital qui va former ce qu'on appelle aussi tendon d'Achille. Et dans une couche un peu plus profonde que le triceps, eh bien, ce sont les muscles profonds de la loge postérieure de la jambe qui sont recouverts par le fascia crural. Et ceci est donc une vue postérieure du membre inférieur. Donc voici ici cette mise en place et nous pouvons maintenant voir ce qui se passe d'un point de vue veineux. D'un point de vue veineux, nous allons trouver des éléments qui vont être la veine grande saphène et la veine petite saphène. Elles vont naître au dos du pied, comme nous reverrons le détail sur une vue dans un instant, au dos du pied, par l'arcade veineuse dorsale et se drainer dans la veine grande saphène qui remonte, je vous le rappelle, jusqu'au trigone fémoral et dans la veine petite saphène qui vient se terminer au niveau de la fosse poplitée. Donc pour bien voir l'origine de ces veines, nous allons ici faire une vue dorsale du pied avec ici la région du cou de pied, la malléole latérale. Le cou de pied, donc le cou, le col, c'est une portion rétrécie. La malléole médiale. Puis ici, nous avons le bord médial du pied,
le bord latéral du pied et nous pouvons placer les orteils sur cette vue dorsale. Voici ici l'hallux ou gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième orteil. C'est une face dorsale, donc nous pouvons mettre ici des ongles. Et bien sûr, pour l'hallux, un ongle qui est particulièrement développé, comme l'est ce rayon. Nous sommes là sur la malléole latérale, la malléole médiale, et c'est ici la face dorsale du pied, et donc une vue qui est un petit peu oblique, face dorsale du pied. Donc, la naissance de ce système veineux, saphène, va se faire ici, au niveau du dos du pied. Ce sont des veines sous-cutanées que l'on voit particulièrement bien lorsqu'il fait chaud ou que l'on a fait un exercice. Il y a en général peu de graisse au niveau du dos du pied. Et nous trouvons ici cette arcade dorsale qui est en regard classiquement du tiers distal des os métatarsiens. Et cette arcade ici vient se drainer du point de vue latéral et du point de vue médial. Voici ici cette arcade veineuse dorsale du pied qui est superficielle, avec bien sûr de nombreuses variantes suivant les individus et des dessins individuels spécifiques. Et cette arcade dorsale vient drainer ici les veines collatérales des orteils, donc venant de chaque espace interosseux, interdigital, ces veines qui se drainent ici dans cette arcade veineuse dorsale du pied. Cette arcade veineuse dorsale du pied va venir également drainer des veines qui viennent de la plante du pied, et ces veines viennent franchir, on les voit en général assez bien aussi, viennent franchir le bord médial et le bord latéral du pied venant de la plante. Nous pouvons ici représenter la plante du pied relevée. Donc ici, nous allons représenter le bord postérieur, la région du talon. Et nous allons ici relever le pied, avec ici le bord antérieur de la jambe, puis ici le pied jusqu'au niveau du cinquième orteil. Nous aurons ici d'autres orteils, mais ici notamment le cinquième orteil. Donc voici ici le pied relevé, la région du talon, et il existe effectivement au niveau de la plante du tissu adipeux qui vient former un amortisseur dans le pas, dans la bipédie, dans la station debout. Donc ici c'est une vue latérale, et nous pouvons représenter ce réseau veineux plantaire comme extrêmement riche dans cette graisse plantaire, et je mets ici ce petit réseau de vénules qui est ici et qui est très caractéristique, qu'on appelle le réseau veineux plantaire. Ce réseau veineux plantaire va venir médialement et latéralement se drainer, réseau veineux plantaire, vient se drainer par les veines qui franchissent les bords dans l'arcade dorsale. Ici, nous pourrions mettre le sol, prendre de l'ocre, voilà. Et ici, on va mettre donc le pied à distance du sol que voici. Et ces veines plantaires, donc réseau de multiples vénules, viennent se drainer dans l'arcade veineuse dorsale que voici maintenant vue de profil. Arcade veineuse dorsale qui draine les veines des orteils, comme nous l'avons vu à l'instant sur la vue dorsale, et qui vient, cette arcade veineuse dorsale, drainer également par des veines à intervalles réguliers, drainer le réseau veineux plantaire. De ce système plantaire et de l'arcade veineuse dorsale du pied naissent donc deux grandes veines. La plus grande est médiale, c'est la veine grande saphène. Et cette veine grande saphène est prémalléolaire. La veine grande saphène passe en avant, grande saphène ici,
passe en avant de la malléole médiale. Veine grande saphène, S-A-P-H-E, accent grave, N-E. Et elle est donc ici pré-malléolaire, en avant de la malléole médiale. Cette veine grande saphène, nous la retrouvons ici sur cette vue. Nous pouvons placer peut-être un tout petit peu de tissu fibreux pour montrer qu'on est sur une continuité avec l'élément précédent. Voici ici le rétinaculum des extenseurs. Voici le fascia dorsal du pied, pour avoir une continuité avec la vue que nous avons faite sur l'ensemble, fascia dorsal du pied, et le fascia crural, ici au-dessus du rétinaculum des extenseurs. Donc nous retrouvons cette veine grande saphène ici, qui est donc prémalléolaire, médiale, et qui va venir de l'arcade et remonter le long du bord médial de la jambe, suivant un trajet plus ou moins rectiligne. Vers le niveau du genou, elle passe en général légèrement sur la face postérieure, puis réapparaît ici en avant et remonte verticalement vers le trigone fémoral, où elle vient se terminer par ce qu'on appelle une crosse, la crosse de la veine saphène, dont nous allons reparler dans un instant. Bien sûr, c'est ici une synthèse. Nous avons vu ces éléments avec déjà les différentes régions correspondantes. Voici donc cette veine grande saphène qui vient longer tout le bord médial du membre inférieur, donc très importante, et que l'on voit plus ou moins bien suivant les gens et suivant notamment la chaleur, la température extérieure et l'exercice qui a pu être fait. Donc en cas d'exercice, bien sûr, après avoir couru, cette veine apparaît plus et tout particulièrement en prémalléolaire. Voici donc cette veine grande saphène. Elle va drainer, nous en représentons ici le tronc principal, mais bien entendu, elle vient drainer toute une série de branches collatérales qui viennent de la peau de la région. Je n'en représente que quelques-unes pour ne pas trop brouiller les éléments, mais il est certain que la veine principale est vraiment cette veine ici, grande saphène. Voilà cette veine grande saphène, et je vous rappelle que vers le haut, cette veine grande saphène vient drainer des veines honteuses externes qui viennent des organes génitaux, une ou deux, puis vient drainer la veine épigastrique superficielle qui vient de la paroi abdominale, les deux veines ici honteuses externes, et puis il y a également une veine iliaque circonflexe superficielle, comme nous l'avions vu au niveau du trigone fémoral. Voici donc cette veine grande saphène, et maintenant nous avons la veine petite saphène. Cette veine petite saphène va, elle, être rétromalléolaire. Veine petite saphène, elle va être rétromalléolaire, c'est-à-dire passe en arrière de la malléole latérale ou malléole fibulaire. Voici cette veine ici, petite saphène, qui naît du bord latéral de l'arcade veineuse dorsale du pied et va passer derrière la malléole. Nous pouvons ici la mettre en pointillé. Elle va aller à la face postérieure du mollet. Donc voici cette veine petite saphène. Nous retrouvons donc la veine petite saphène ici sur la face postérieure à présent. Et nous voyons cette veine petite saphène qui est rétromalléolaire. Elle est en arrière de la malléole latérale et globalement va remonter à mi-largeur du mollet, à peu près, donc au niveau de la jonction entre le chef médial et le chef latéral du muscle gastrocnémien. Voici cette veine petite saphène qui vient se terminer, comme nous l'avions vu, au niveau de la fosse popitée, en perforant le fascia superficiel et se jetant dans la veine popitée. Bien sûr, cette veine petite saphène vient récupérer toute une série de branches et
nous avons donc cette veine petite saphène qui se jette dans la veine poplitée. Nous avons la veine grande saphène qui se jette dans la veine fémorale, tout en rappelant que la veine fémorale étant dedans de l'artère. Il existe assez fréquemment, puisque nous avons ici le passage de la veine grande saphène, en général légèrement ici vers l'arrière. Voici la veine grande saphène. Et nous avons assez fréquemment la présence d'une anastomose entre les deux, entre veine grande saphène et veine petite saphène. Donc ici, la grande saphène et sur la vue postérieure, la petite saphène. Voici donc pour ces éléments de manière générale, veine petite saphène, donc qui se termine dans la veine poplitée. Au point de vue application, ce sera très différent du membre supérieur. Pour le membre supérieur, l'application principale, c'était les ponctions veineuses, d'aller donc piquer dans une des veines superficielles, soit pour retirer du sang, pour une analyse de sang, soit pour aller injecter un produit ou mettre une perfusion. Pour le membre inférieur, on utilise beaucoup moins les voies d'abord, on peut utiliser la grande saphène, mais ce sera surtout les problèmes d'insuffisance veineuse chronique, IVC. C'est un vaste cours, on ne peut pas obligatoirement traiter ici, mais dans le cas des insuffisances veineuses chroniques, il y a notamment le problème des varices. Les varices qui vont être des dilatations de ces veines superficielles et qui ont deux points, d'une part un aspect esthétique qui amène souvent à une demande de traitement, et d'autre part un aspect de risque de thrombose de ces varices de veines superficielles. Globalement, pour que ce soit une varice, on dit que c'est une dilatation veineuse d'un vaisseau de plus de 3 mm de diamètre. Quand c'est plus petit, on parle de varicosité. Pour voir ces éléments, nous allons faire un tout petit peu d'anatomie générale et surtout comprendre que la disposition est différente du membre supérieur parce que pour le membre inférieur, on a toute la hauteur de colonne de sang du corps et donc on a un problème hémodynamique de retour veineux qui est beaucoup plus complexe que pour le membre supérieur, qui est plus proche du cœur. Donc ici, nous pouvons présenter quelques petits éléments et tout d'abord pour rappeler que ces veines superficielles, d'ailleurs comme les veines profondes, vont être valvulées, vont présenter à intervalles réguliers des valvules, donc ici un agrandi d'une coupe d'une veine, et au niveau des valvules, donc des replis qui ne permettent le passage du sang, quand cela fonctionne bien, que dans un seul sens. Voici ici ces valvules, on dit parfois valvules en nid de pigeon. Donc ces valvules ici qui viennent former des replis fibreux qui sont concaves vers le haut, ne fonctionnent que dans le sens de la montée du sang, de la périphérie vers la région centrale. Voici ici le sens de circulation sanguine. Donc très souvent, du coup, le calibre d'une veine n'est pas exactement régulier, mais il y a ces dilatations au niveau des valvules. Ces valvules sont à intervalles réguliers, correspondant à des niveaux, un peu des espèces d'échelles de pression. Globalement, on considère qu'il y en a 12 à 15 pour la veine grande saphène et aussi 10 à 12, donc à peu près pareil, un tout petit peu moins, 10 à 12 pour la veine petite saphène, donc à intervalles réguliers. Ces valvules doivent être bien sûr conniventes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une insuffisance valvulaire, sinon le sang peut redescendre vers le bas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe entre les veines superficielles et les veines profondes des anastomoses à intervalles réguliers. Nous pouvons schématiser cela de plusieurs façons. Nous pouvons représenter ici le plan cutané. Et dans le tissu adipeux sous-cutané, c'est-à-dire entre la peau et le fascia, donc ici le fascia superficiel, fascia lata, fascia crural, voilà ici le fascia, nous trouvons du tissu adipeux. Et dans ce tissu adipeux, nous avons donc, ici c'est très schématique puisqu'on a du mal à couper obligatoirement une veine sur tout son long, mais au moins sur un segment.
nous avons ici une veine superficielle, avec donc le système valvulé. Veine ici superficielle. Et à intervalles réguliers, nous allons trouver ce qu'on appelle des veines perforantes qui perforent ici le fascia et vont aller vers la profondeur. Qu'est-ce que nous avons dans la profondeur? Eh bien, nous avons sous le fascia, nous avons des muscles. Ici, on peut mettre une région musculaire, donc recouverte par le fascia. Muscle ici. Voilà, donc c'est bien sûr quelque chose qui est ici schématique. Et ces perforantes vont traverser soit des régions fibreuses, soit des régions musculaires. Voici ici une région musculaire. Muscle qui va être entouré de nouveau à sa face profonde par un fascia, que voici. Et donc, dans la profondeur, nous trouvons maintenant le pédicule vasculaire profond, qui est en général composé d'une artère. On va ici la représenter, on peut représenter cela en volumique. Voici ici l'artère. Artère qui est en général accompagnée à ce niveau par deux veines qui présentent des anastomoses entre elles, c'est-à-dire qui forment finalement une sorte de plexus veineux périartériel. Nous sommes donc là sur les veines profondes qui ont le même trajet et le même nom que les veines superficielles. Voici ici ces deux veines profondes. C'est bien sûr beaucoup moins régulier que ce que je présente ici. Et nous allons trouver les anastomoses qui se font par ces perforantes entre le système superficiel et le système profond. Voici ici ces deux veines. Et entre les deux veines, eh bien, nous allons trouver des anastomoses qui font qu'il y a un aspect plexiforme, veineux, autour de l'artère. Donc voici ici les veines profondes, dans lesquelles viennent à intervalles réguliers se jeter les perforantes. Nous sommes là sur le pédicule vasculaire profond qui est entouré par un fascia propre, le fascia du pédicule vasculaire, ici, donc tissu fibreux. Je vous rappelle que l'artère ou les artères ont ici, à ce niveau, une paroi musculaire et donc il y a une vasomotricité. On peut avoir une contraction de la paroi ou une dilatation. Les veines, elles, sont fibreuses et donc c'est purement passif. Il y a une régulation de vasodilatation au niveau artériel jusqu'au niveau artériolaire, mais en revanche, les veines, c'est passif. Donc, lorsqu'on regarde ce système, 90% du sang veineux passe par les veines profondes. 90% du sang veineux. Et donc, bien sûr, de façon complémentaire, seuls 10% du sang veineux passe ici par les veines superficielles. Donc nous avons donc là ici la peau, tégument, peau, puis le plan cutané, et ici ce système veineux superficiel. Il existe, nous l'avons dit, des valvules, et notamment aussi des valvules au niveau des perforantes, ce qui fait que le sang va toujours aller du bas vers le haut, c'est-à-dire vers la région centrale, ou de la superficie vers la profondeur, en temps normal. Dans certains cas, les valvules vont de nouveau ici être insuffisantes, et nous pourrons avoir du sang de la profondeur qui ira vers la superficie. C'est ce qui peut se passer notamment lorsqu'il y a des thromboses veineuses centrales. Donc en cas de thrombose, le sang ne peut plus passer dans les veines profondes et donc va se dériver vers les veines superficielles. C'est une des causes de varices. Il y en a plusieurs, notamment il y a tout simplement des varices congénitales. Il y a des familles qui ont plus facilement des varices très jeunes que d'autres. Aspect congénital, c'est aussi le surpoids, l'obésité, et puis souvent aussi les grossesses qui vont augmenter le risque de varices. Voici ici ces éléments,
Et nous allons maintenant pouvoir évoquer quelques points de clinique concernant les varices. Lorsque les valvules sont déficientes, et notamment ici vers le haut, une valvule qu'on appelle la valvule ostiale, ostium c'est la terminaison, donc à la partie toute haute, nous aurions ici le plan cutané, puis nous avons ensuite le fascia qui est perforé comme nous l'avons vu au niveau de l'orifice cribriforme. Voici ici la veine grande saphène qui perfore le fascia pour aller, donc au niveau d'une crosse, pour aller se terminer dans la veine fémorale. Voici ici la veine fémorale. Donc veine fémorale dans le trigone fémoral et ici la veine grande saphène. Il y a une valvule au niveau de l'ostium ici qui va être importante pour éviter que le sang qui normalement va donc de la périphérie vers le haut, de la superficie vers la profondeur, ne reflue. Lorsque cette valvule est déficiente, eh bien, nous pouvons avoir un remplissage à contresens, ce qui va générer des varices. Nous pouvons mettre ici le tissu adipeux et nous sommes là donc au niveau de la crosse de la veine grande saphène avec ce qu'on appelle la valvule ostiale terminale. Donc, les varices peuvent naître de plusieurs causes, en particulier par ces déficiences ostiales. Ces varices peuvent être ou systématisées, c'est-à-dire vraiment sur le trajet de la veine grande saphène, sur le trajet de la veine petite saphène, ou non systématisées à d'autres endroits. Ce sont des branches qui se dilatent. Et bien sûr, l'aspect est caractéristique. Si on présente ici une vue médiale, par exemple, de la région de la jambe, avec la malléole ici médiale, eh bien, nous pouvons trouver des éléments ici variqueux qui viennent former des reliefs sous la peau qui sont tout à fait caractéristiques, éléments variqueux. Très souvent, cela commence de façon assez simple et vient petit à petit augmenter. C'est ce qu'on appelle la maladie variqueuse, car il y a en général une évolution, varice. Voici pour ces premiers éléments. Ensuite, d'un point de vue fonction, il faut que le sang puisse vaincre la pesanteur. Et il y a les valvules qui vont aider à chaque fois à retenir le sang qui a pu progresser, mais il faut quelque chose d'actif. La première chose, ça va être ce qui se passe au niveau du réseau veineux plantaire. Eh bien, le pas, la marche va être ici fondamentale. Ce réseau veineux plantaire a été comparé à une éponge. Et nous sommes là sur la plante du pied. Vous avez cette éponge qu'on appelle la semelle veineuse. Semelle, donc c'est un terme, on va dire, il n'est pas un terme officiellement anatomique, mais qui est un terme plutôt physiologique. Semelle veineuse plantaire, dite de Lejar. Semelle veineuse plantaire de Lejar, LE de Lejar, LEJARS. La semelle veineuse plantaire de Lejar. Eh bien, effectivement, c'est comme une éponge. Vous avez ici votre semelle veineuse qui est remplie de sang, puisque vous avez la pesanteur, et quand vous allez appuyer sur l'éponge, vous chassez l'eau, vous chassez le sang. Donc, en fait, à chaque pas, on va marcher, appuyer le talon, développer le pas, on appuie sur la semelle veineuse, et par où part le sang? Eh bien, il part de chaque côté, par ces veines qui vont vers l'arcade dorsale veineuse du pied. Donc, ici, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Dans le cadre de la maladie veineuse chronique et du fonctionnement de ces veines, on n'a pas du tout la même nécessité au niveau du membre supérieur. Eh bien, lors du pas, ici, nous allons avoir de nouveau ici la plante du pied. Voici la région du cou de pied et le pied ici jusqu'à
à l'orteil latéral, on pourrait mettre un orteil médial. Voici la malléole latérale. Et à présent, donc, dans le pas, il y a cet appui sur le sol. On vient comprimer la semelle veineuse et donc on vient chasser le sang, ici sur la face latérale, vers la veine petite saphène et sur l'autre côté de l'arcade, vers la veine grande saphène. Donc ici, un point extrêmement important qui est cette dynamique du pas avec cette semelle veineuse plantaire qui se trouve ici comprimée lors de la marche. Premier élément fondamental, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne marche pas va s'exposer à une insuffisance veineuse chronique et à des thromboses, et qui dit thrombose dit éventuellement embolie pulmonaire. Donc c'est là quelque chose de très important de maintenir la marche. Deuxième élément, eh bien, ce seront les veines qui se trouvent dans les muscles. C'est quelque chose que l'on ne décrit pas parce qu'on n'a pas le temps de faire, mais particulièrement au niveau du membre inférieur et particulièrement le triceps, est un muscle qui est rempli de veines. C'est très facile à démontrer, mais vous le trouverez peu dans des livres classiques d'anatomie. Ce sont des découvertes plus récentes, notamment par le professeur Claude Gillot de Paris, chirurgien vasculaire, qui a beaucoup étudié ces systèmes avec des injections corrosion à l'intérieur des muscles et des dissections. Et donc il y a en particulier des veines dans le gastrocnémien, veines gastrocnémiennes, des veines dans le soléaire, et finalement le soléaire et le gastrocnémien sont des éponges veineuses. Ce sont des muscles, mais ce sont aussi des éponges veineuses. Et donc, à chaque fois que le muscle se contracte, il vient chasser le sang. Ce sang, puisqu'il y a les valvules, va être chassé de manière unidirectionnelle de la périphérie vers la profondeur, et c'est donc là le rôle très important de la contraction du muscle triceps et que nous retrouvons donc également dans la marche. Et si nous regardons cela sur un petit schéma, nous aurons ici donc la région du bord médial de la jambe, la malléole médiale, puis la région du talon. Ici, le bord latéral avec le genou, bord latéral de la jambe, la malléole latérale, et ici le talon. Et nous trouvons là les différents muscles de la fosse poplitée. Voici ici le losange poplité. Voici ici le muscle gastrocnémien avec ses deux chefs, le chef médial descendant plus bas que le chef latéral. Nous avons ensuite le soléaire, puis nous avons la terminaison sur le tendon d'Achille. Eh bien, ces muscles sont également donc des éponges musculaires, et lors de la contraction du triceps, les veines de ces muscles viennent se vider également dans le principe d'une éponge. Donc en fait, un réseau veineux ici gastrocnémien, réseau veineux soléaire, on parle aussi de réseau veineux sural. Et le fait que dans la contraction musculaire, ces veines viennent se vider, c'est ce qu'on appelle aussi la pompe veineuse surale. La pompe veineuse surale, et ces veines ici du muscle gastrocnémien, on parlait parfois de muscles jumeaux autrefois pour ces muscles, ces deux chefs du muscle gastrocnémien, donnent ici des veines des gastrocnémiens qui sont très importantes, ou veines jumelles, qui vont se jeter dans le système profond, c'est-à-dire poplité, que voici. Donc, cette pompe veineuse surale qui va être très importante, donc particulièrement pour les muscles du mollet, c'est vrai aussi au niveau de la cuisse. Quel est l'autre facteur? Eh bien, le dernier facteur de cette contraction musculaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les loges musculaires sont inextensibles. Si nous présentons ici une coupe très schématique de la jambe avec le tibia, forme triangulaire, la fibula en dehors, entre les deux, il y a la membrane interosseuse qui est donc inextensible. Et nous avons une loge
donc on peut mettre le fascia crural dans son ensemble, loge antérieure, loge latérale, loge postérieure. Loge antérieure, loge latérale limitée par un fascia. Le fascia de la loge postérieure qui elle-même a deux plans, un plan profond, un plan superficiel. Et ensuite, nous avons le plan cutané. Ces fascias sont inextensibles. Et il existe, nous l'avons vu, les veines perforantes. Donc, nous avons un réseau veineux superficiel, sous-cutané, ici, et nous avons un réseau veineux profond. Nous pouvons placer ici le réseau veineux profond étant systématiquement proche d'une artère. Quand les muscles viennent se contracter, eh bien, tout logiquement, puisque ces fascias sont inextensibles, la contraction musculaire vient appuyer également sur ces veines profondes, aspirant le sang qui est dans les muscles et dans les veines superficielles par les perforantes. Et donc là aussi, la contraction musculaire, et en particulier le muscle le plus épais, le plus important, le plus puissant, c'est ici le triceps avec le soléaire et avec les deux chefs du gastrocnémien. Donc, contraction musculaire qui vient appuyer sur les veines profondes, et donc favoriser le retour veineux. En résumé, nous avons là un système veineux qui est tout à fait remarquable, superficiel. Ce n'est que 10% du sang. Lorsqu'il y a des varices, il y a tout d'abord un traitement médical en un premier temps, puis un traitement chirurgical. Ce traitement chirurgical va reposer parfois sur, ici, une crossectomie. On va ligaturer ou couper la portion de la crosse, soit de la veine grande saphène, soit de la petite saphène, ce qui fait qu'il n'y aura plus de reflux à contresens. Et sinon, une autre possibilité, c'est la saphénectomie. On va carrément enlever la veine saphène, grande ou petite. Ceci est possible, pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 10% du sang qui passe à ce niveau. Bien sûr, au départ, il faut avoir la certitude que le réseau veineux profond est correct, et pour cela, on aura fait un examen, notamment Doppler. Donc, cette saphénectomie qu'on appelle aussi stripping, plusieurs possibilités. On peut faire ici en une fois ou en plusieurs fois. On fait une incision au niveau du trigone fémoral, on fait une incision au niveau de la malléole médiale, et on va rentrer un fil métallique, une tige métallique, qui à son extrémité est munie d'un petit parapluie. Donc on rentre ici cette sonde veineuse, ce fil métallique, on ouvre le parapluie et en tirant d'un coup sec, on arrive à avoir l'ensemble de la veine qui vient avec cette tige métallique, et comme on retournerait une chaussette, c'est quelque chose qui peut paraître violent et spectaculaire. Ça saigne un petit peu éventuellement au niveau des perforantes, c'est pour ça que certains font des contre-incisions pour ligaturer les perforantes, mais ça marche très bien puisqu'on élimine bien sûr les veines superficielles et les varices. Le dernier point, c'est donc de rappeler toute l'importance ici de l'hémodynamique, c'est-à-dire que l'anatomie seule n'a pas de sens en descriptive, c'est ce pas. Donc lorsque l'on marche, la semelle veineuse, la contraction, c'est la pompe veineuse surale, semelle veineuse plantaire de Lejar. Et lorsqu'il y a insuffisance veineuse, bien sûr la marche est fondamentale, ce qui fait que quelqu'un qui est alité longuement va faire plus fréquemment des thrombose veineuse et donc embolie possible, pulmonaire. Et une autre technique, quand il y a un dysfonctionnement veineux, une insuffisance veineuse, c'est de mettre une compression élastique, une contention élastique, ce qui peut se faire soit par des bas, il y a plusieurs intensités de contention, 1, 2, 3, 4, 5, donc contention par des bas ou par des bandes élastiques que vous avez tous vues, soit sur des proches dans votre famille, soit en plaçant à l'hôpital, et qui viennent compenser le fait que le retour veineux ne se fasse pas normalement. On amène une compression externe. Voilà pour ces quelques éléments sur les veines superficielles du membre inférieur, qui est un sujet qui pourrait nous retenir bien plus longtemps. Je vous remercie pour votre attention.